Ignorant du fait que sa femme enceinte était en réalité la fille unique de Thomas Wellington, le milliardaire dont le nom figurait sur la moitié des immeubles du centre-ville, Daniel jeta son dernier bagage sous la pluie avec une telle force que le cuir se déchira, tandis que sa maîtresse Victoria riait depuis l'embrasure de la porte, comme si c'était le divertissement dont elle rêvait depuis des mois. Sa femme se tenait sous le déluge, sa robe de grossesse collant à son ventre arrondi. Mais elle ne pleurait plus. Elle les observait d'un air que Daniel ne parvenait pas à déchiffrer, une expression oscillant entre pitié et calcul. Pendant 36 mois, elle avait parfaitement joué le rôle de la femme au foyer en difficulté, se maquillant avec des produits de parapharmacie et vêtue de vêtements de friperie, sans jamais évoquer le fonds de placement qui rapportait chaque jour plus d'intérêt que Daniel n'en gagnait en un an. Mais ce soir-là, quelque chose avait craqué. Sa mère sortit de la maison avec cette rage indignée qui lui était familière. La même femme qui avait rendu la vie de sa femme infernale depuis le jour de leur mariage. Mais ce qui se passa ensuite allait anéantir tout ce que Daniel croyait savoir sur le pouvoir, la famille et la femme qui portait son enfant. Lorsque sa mère cracha directement sur le visage de sa femme, la femme enceinte ne broncha pas. Elle s'essuya simplement la joue, passa un coup de fil, et en quelques secondes, sa mère tremblait si violemment qu'elle dut s'agripper au chambranle de la porte pour ne pas tomber. Son visage se décomposa, livide. Qu'avait donc dit sa femme lors de ce bref appel? Qui allait arriver pour réduire sa mère, déjà affaiblie, à un tel état? Et pourquoi Daniel avait-il soudain l'impression d'avoir commis la pire erreur de sa vie? La pluie d'octobre tombait à verse, mais Daniel y prêta à peine attention tandis qu'il jetait la dernière valise en bas des marches de la modeste maison à 2 étages qu'il avait achetée avec un prêt sur 30 ans. L'étui en cuir, dont il réalisait maintenant qu'il s'agissait d'un sac Hermès et non d'une contrefaçon, roula sur lui-même avant de s'écraser dans une flaque d'eau qui reflétait la douce lumière filtrant par sa porte d'entrée ouverte. Derrière lui, le rire de Victoria tintait comme un carillon, sa main agrippant possessivement son biceps tandis qu'elle se blottissait contre son épaule, son parfum de créateur se mêlant à l'odeur de pluie et d'asphalte mouillé. « Mon Dieu, Daniel, je n'arrive pas à croire que tu aies supporté ça avec elle depuis 3 ans, ronronna Victoria. Sa voix portait ce mélange particulier d'amusement et de cruauté qui l'avait autrefois excité, mais qui maintenant lui nouait l'estomac. Regarde-la. Elle ne se défend même pas. Quelle sorte de femme reste plantée là? Mais Helena ne restait pas plantée là. La femme de Daniel, bientôt son ex-femme, s'il avait son mot à dire, se tenait au bas de l'allée, une main serrant son ventre de 6 mois de grossesse, l'autre pendant nonchalamment le long de son corps. Ses cheveux noirs étaient plaqués sur son visage et sa simple robe de grossesse, du genre qu'on trouve dans les magasins à bas prix, moulait ses formes. Pourtant, il y avait quelque chose dans sa posture, quelque chose dans la façon dont elle tenait sa tête, que Daniel n'avait jamais remarqué auparavant. Elle ne se recroquevillait pas. Elle ne suppliait pas. Elle observait, tout simplement. 3 années de mariage défilèrent dans l'esprit de Daniel comme des fragments décousus. Helena avait été boursière à l'université communautaire où il avait été professeur de commerce à temps partiel, finançant ainsi son MBA. Elle avait été discrète, studieuse, et lorsqu'elle lui avait souri après le cours un jour, il avait eu l'impression d'avoir gagné quelque chose. Leur idylle avait été brève. 6 mois auparavant, il l'avait demandée en mariage avec une bague modeste, fruit de 4 mois d'économie. Elle avait dit oui sans hésiter, sans exiger quelque chose de plus imposant ni de plus cher, et il avait cru avoir trouvé la femme qui comprenait l'importance de construire quelque chose à deux. Mais sa mère avait vu tout autre chose. Comme attirée par ses pensées, Margaret Harrison apparut sur le seuil, ses cheveux argentés parfaitement coiffés malgré leur tardive, le visage figé dans cette expression de supériorité morale qui avait marqué toute l'enfance de Daniel. Elle bouscula Victoria sans même un regard, les yeux rivés sur Helena avec une intensité telle que l'air semblait plus lourd que la pluie elle-même. « Enfin, tu montres ton vrai visage ?» La voix de Margaret couvrit le bruit de la pluie sur le trottoir. « Tu fuis dès que les choses se compliquent, typique de quelqu'un de ton milieu. » Le passé d'Helena avait toujours été un mystère que Daniel n'avait jamais pris la peine d'élucider. Elle avait évoqué son éloignement de sa famille, une histoire de valeurs et d'attentes différentes, mais elle avait toujours changé de sujet. Quand on l'interrogeait, il avait supposé que cela signifiait pauvreté, peut-être dysfonctionnement familial, ce qui expliquait sa garde-robe chinée et son obsession pour les coupons de réduction et les repas à petit budget, malgré son salaire de cadre moyen chez Richardson Consulting, largement suffisant pour une vie confortable. « Maman, on devrait peut-être rentrer », se surprit à dire Daniel, sans trop savoir pourquoi. Victoria serra son bras plus fort, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant légèrement dans sa chair. « N'ose même pas la défendre », murmura Victoria, mais assez fort pour que tout le monde l'entende. « Pas après tout ce qu'elle t'a fait subir, te faisant culpabiliser de vouloir mieux, de vouloir quelqu'un qui prenne soin d'elle. » Margaret descendit les marches du perron avec l'allure d'une reine s'approchant d'une paysanne, ses chaussures de marque claquant sur le béton humide. Helena ne bougea pas, ne dit rien, mais quelque chose changea dans son regard.
Un calcul, une décision prise sur le champ. Pendant 3 ans, commença Margaret, sa voix s'élevant à chaque mot, je t'ai vu entraîner mon fils dans ta chute. Sans ambition, sans style, sans relation, juste un fardeau. Il était trop gentil pour se débarrasser de toi. Mais Dieu merci, il a enfin trouvé quelqu'un digne du nom Harrison. La pluie semblait redoubler d'intensité. Ou peut-être Daniel en prenait-il simplement davantage conscience, du froid qui s'infiltrait à travers ses mocassins italiens hors de prix, de la respiration d'Elena, désormais visible dans l'air d'octobre malgré sa grossesse. Victoria rit de nouveau, et se sont fit penser à Daniel à du verre brisé, à des choses qui se brisent et qu'on ne peut plus recoller. Margaret s'arrêta à 1 mètre d'Elena, le visage déformé par 3 années de mépris accumulés. Tu me dégoûtes, siffla-t-elle, puis, avec une lenteur qui semblait suspendre le temps, elle cracha directement au visage d'Elena. La salive frappa la joue gauche d'Elena, juste sous l'œil. Et pendant un instant figé et interminable, personne ne bougea. Daniel sentit son estomac se nouer. Il sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, une douleur qui n'avait rien à voir avec sa relation avec Elena, mais tout à voir avec la prise de conscience que sa mère venait de franchir une limite irréversible. Mais c'est la réaction d'Elena qui lui glaça véritablement le sang. Elle ne pleura pas, ne broncha pas, ne leva pas la main. Elle s'essuya le visage. Elle sourit. Ce n'était pas un grand sourire, juste un léger sourire en coin qui, pourtant, exprimait plus d'émotion que toutes les expressions que Daniel avait vues sur son visage en 3 ans de mariage. Sa main se glissa dans sa poche. Depuis quand avait-elle commencé à trimballer un téléphone qui semblait coûter plus cher que son salaire mensuel? Elle le porta à son oreille. « Bonjour, papa » dit Elena d'une voix calme et claire, malgré la pluie, malgré l'humiliation, malgré tout. Je crois qu'il est temps d'avoir cette conversation que nous avons sans cesse repoussée. Oui, maintenant serait parfait. Le visage de Margaret passa du triomphe à la confusion, puis à une expression que Daniel n'avait jamais vue sur les traits impérieux de sa mère, une peur pure et sans filtre. Ses genoux fléchirent légèrement et elle agrippa son bras à 2 mains, sa poigne serrée et désespérée. « Elena » murmura Margaret. Et Daniel comprit que c'était la première fois que sa mère utilisait le vrai nom de sa femme, au lieu de « cette fille » ou de « ta petite erreur ». Elena Wellington. Le monde bascula. Wellington. Thomas Wellington. Le nom inscrit sur la moitié des immeubles du centre-ville. Le nom qui figurait dans le classement des milliardaires de Forbes, parmi les 20 premiers. Un nom synonyme de pouvoir, d'influence et de richesse dépassant l'entendement de Daniel, simple citoyen de la classe moyenne. Sa femme, celle qu'il venait de jeter sous la pluie, celle que sa maîtresse raillait, celle qui portait son enfant, était la fille de Thomas Wellington. Elena leva enfin la main et essuya la salive de sa joue avec une dignité qui serra la gorge de Daniel. 36 mois, dit-elle doucement, toujours au téléphone, mais en regardant Margaret, puis Daniel, puis Victoria. 36 mois d'épreuve, d'observation, a donné à la bonté toutes les occasions de se manifester. Sa main se posa sur son ventre, protectrice et tendre. Merci à tous de m'avoir montré qui vous êtes vraiment. Père, oui, j'attends ici. L'adresse, ils la connaissent très bien. C'est la maison dont ils étaient si fiers. Les 4x4 noirs arrivèrent exactement 14 minutes plus tard, mais pour Daniel, ces 14 minutes furent comme une chute vertigineuse dans une eau dont le fond ne se détachait jamais. Il avait passé les 5 premières à essayer de comprendre ce qu'Elena avait dit, les 4 suivantes à assister à l'effondrement psychologique complet de sa mère, et les 5 autres à tenter de limiter les dégâts, une tâche qui ressemblait de plus en plus à celle de réarranger des chaises longues sur le Titanic. Victoria s'était tue, son rire s'éteignant dès qu'Elena avait prononcé le nom de Wellington, mais elle n'avait pas lâché le bras de Daniel. Son étreinte, d'abord possessive, s'était muée en une étreinte désespérée, comme celle d'un noyé agrippé à un morceau de bois. Margaret s'était affaissée sur les marches du perron, la pluie trempant son manteau de laine coûteux, ses lèvres esquissant un mouvement qui pouvait être une prière ou un simple déni. Elena restait debout dans l'allée, son téléphone rangé, une main sur son ventre et l'autre pendante le long de son corps. La pluie s'était transformée en bruine, mais elle était trempée jusqu'aux os. Ses cheveux noirs, longs et épais, lui tombaient dans le dos, sa robe simple moulant sa silhouette de femme enceinte. Pourtant, d'une certaine manière, elle paraissait plus sereine que quiconque dans ce tableau de vie qui se délitait. Le premier 4x4, un Range Rover qui coûtait probablement plus cher que le salaire annuel de Daniel, s'engagea dans l'allée avec une autorité tranquille qui lui serra la poitrine. Le deuxième et le troisième véhicule étaient garés le long de la rue. Des hommes en costume sombre débarquèrent et se déplacèrent avec une précision militaire pour former un périmètre autour de la propriété. Mais c'est le quatrième véhicule, une Bentley Bentayga, qui luisait même sous la faible lumière des réverbères, qui fit halter Margaret. Le chauffeur sortit le premier, faisant le tour du véhicule jusqu'à la portière arrière, un parapluie déjà ouvert.
L'homme qui en sortit avait la soixantaine bien sonnée, les cheveux argentés et une allure imposante. Il portait un costume que l'œil exercé de Daniel reconnut comme un sur-mesure de Savile Row. Facilement 15 000 $, peut-être plus. Thomas Wellington en chair et en os, identique à ses photos de Forbes, mais d'une certaine manière plus imposant, plus réel, plus terrifiant. Il n'accorda aucune attention à Daniel, Victoria ou Margaret. Toute son attention était rivée sur Helena. Et tandis qu'il s'approchait de sa fille, le parapluie tenu avec précaution au-dessus de sa tête par son assistant, son expression passa de l'inquiétude à la rage, et à quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté. « Helena » dit-il d'une voix empreinte de l'autorité propre à ceux qui commandent des salles remplies de chefs d'État et de magnats des affaires. « Tu es trempé jusqu'aux os. Le bébé va bien ?»« Père » répondit Helena. Et Daniel perçut dans sa voix quelque chose qu'il n'avait jamais entendu en 3 ans de mariage, de la chaleur, une affection sincère. Le ton de quelqu'un qui parle à sa famille qu'il aime vraiment. « Je m'excuse pour ce moment si particulier, mais je crois que nous sommes arrivés au terme de mon expérience sociale. » Le regard de Thomas Wellington se posa enfin sur Daniel, et ce dernier eut l'impression d'être examiné au microscope par quelqu'un qui catalogue un spécimen particulièrement décevant. « C'est l'homme que vous avez choisi de tester ?» Son ton portait le poids d'une profonde déception mêlée à un intérêt clinique. « Il semblait gentil, autrefois, » dit doucement Helena, et quelque chose dans ces mots blessa Daniel plus profondément qu'aucune accusation n'aurait pu le faire. Au début, avant qu'il ne sache quoi que ce soit de moi, si ce n'est ce que je choisissais de lui montrer, je pensais que, peut-être, enfoui sous l'ambition et l'ascension sociale, se cachait une véritable décence. Je me trompais. Une seconde silhouette sortit de la Bentley, une femme d'une 60aine d'années, élégante de cette façon naturelle qui témoignait de générations de richesse et de raffinement. Elle s'approcha directement d'Helena et l'enveloppa dans un manteau de cachemire. Elle posa ses mains sur les épaules de sa fille sans un mot. Ses gestes étaient doux, mais son regard, lorsqu'il se posa sur Daniel et sa famille, était glacial. « Catherine » dit Thomas à la femme, sa voix s'adoucissant légèrement. « Emmenez Helena à la voiture. Je m'occupe du nettoyage. » Mais Helena ne bougea pas. « Non, père. Je dois être témoin de ça. J'ai passé 3 ans invisible dans mon propre mariage. Je pense avoir mérité le droit de les voir enfin me voir. » Thomas observa sa fille un long moment, puis hocha la tête. Il se tourna vers le chef de la sécurité, un homme à la carrure de rugbyman, mais au mouvement d'une grâce de danseur. « Peterson, récupérez les affaires de Madame Wellington, toutes, avec précaution. » Peterson et son équipe avaient rassemblé les bagages d'Helena et les avaient chargés soigneusement dans un des SUV. Catherine Wellington avait drapé une deuxième couverture sur sa fille, lui murmurant quelque chose qui fit hocher la tête à Helena. « Il y a encore une chose, » dit Helena. Et Daniel entendit sa femme, son ex-femme, supposa-t-il, parler avec une autorité qu'il ne lui aurait jamais cru. « Daniel, je veux que tu comprennes quelque chose. Je ne suis pas resté 3 ans pour te punir. Je suis resté parce que j'espérais sincèrement me tromper à ton sujet. Que l'homme qui me souriait après les cours, qui semblait être un homme bon sans rien y gagner, existe peut-être encore quelque part. Mais il n'existe plus, n'est-ce pas? Peut-être ne l'a-t-il jamais été. » Elle se tourna vers la Bentley, le bras de sa mère autour de ses épaules, mais s'arrêta une dernière fois. « J'espère que ta maîtresse en valait la peine. J'espère que l'approbation de ta mère te réconforte la nuit. Et j'espère qu'un jour tu apprendras à distinguer la gentillesse d'une femme de sa faiblesse. Parce que tu viens de perdre la meilleure chose qui te soit jamais arrivée, et tu ne comprendras jamais vraiment pourquoi. Helena Wellington. Parce que c'est ce qu'elle avait toujours été. Jamais vraiment Helena Harrison. » Elle marcha vers la Bentley, la tête haute, la main protectrice de son père sur son dos, le soutien silencieux de sa mère autour d'elle. Les SUV s'éloignèrent en formation, laissant Daniel sous la pluie avec sa maîtresse, sa mère et les ruines de tout ce qu'il croyait connaître. Victoria fut la première à rompre le silence. Avait-elle vraiment dit ça? Mais Margaret fixait ses mains, secouant lentement la tête. « Wellington, murmura-t-elle. Nous avons craché sur la fille de Thomas Wellington. Nous avons craché sur la fille enceinte de Thomas Wellington. » Et Daniel, voyant les feux arrière disparaître dans la nuit d'octobre, comprit enfin le vrai sens de la peur. Non pas la terreur immédiate du danger physique, mais l'horreur sourde et grandissante de réaliser qu'on a détruit sa propre vie de ses propres mains. Et il n'y a que lui à blâmer. Le voyant de la sonnette vidéo clignotait en rouge, enregistrant toujours, capturant chaque instant de leur descente aux enfers pour la postérité. Dans 72 heures, il serait à la rue. Le lendemain matin, il serait au chômage, et l'enfant que sa femme portait, son enfant, grandirait en sachant que son père avait choisi l'orgueil plutôt que l'amour, les apparences plutôt que le fond, la cruauté plutôt que la bonté. Daniel s'effondra à genoux sous la pluie, la main de Victoria lâchant enfin son bras,
les sanglots étouffés de sa mère accompagnant la destruction totale de tout ce qui comptait à ses yeux. Il n'avait même jamais demandé à Helena pourquoi elle s'efforçait tant de se faire oublier. Jamais il ne s'était demandé si sa frugalité n'était pas un principe plutôt que la pauvreté. Jamais il n'avait envisagé que la force puisse se cacher derrière la patience, que le pouvoir puisse se dissimuler sous des apparences de douceur. Et maintenant, il était trop tard. 7 mois plus tard, Helena était assise dans la modeste salle d'attente du pédiatre à Portland, en Oregon, sa fille de 3 mois dormait paisiblement dans ses bras. Elle s'émerveillait de la transformation radicale de sa vie. Celle qui, autrefois, subissait les averses, portait désormais un jean confortable et un simple pull, les cheveux tirés en une queue de cheval pratique, le visage sans maquillage. Elle ressemblait, pensa T.L. avec une certaine satisfaction, à n'importe quelle autre mère célibataire naviguant dans le joyeux chaos de la maternité, à ceci près qu'elle était la fille de Thomas Wellington, vivant actuellement sous le nom d'Helena Martinez dans un modeste 2 pièces du quartier Pearl de Portland, conduisant une Honda Civic de 7 ans et travaillant à temps partiel dans une librairie locale appelée Chapter and Verse. Son père s'était opposé à cette expérience. « Tu as déjà prouvé ce que tu voulais », avait-il rétorqué, mais sa mère, Catherine, avait compris. « Laisse-la guérir », avait-elle dit à Thomas. « Laisse-la découvrir qui elle est en dehors de ses rôles de Madame Harrison ou de Mademoiselle Wellington, et si elle rencontre quelqu'un d'authentique par la même occasion, tant mieux. » La petite Sophia Marie, avec ses cheveux noirs et les yeux de sa mère, qui pourraient un jour devenir bruns ou rester bleus comme ceux de son père, s'agita légèrement, émettant les petits sons qu'Helena avait appris à reconnaître comme signes annonciateurs d'un réveil complaisant. Environ 3 minutes. Pile à l'heure, comme Sophia depuis sa naissance, arrivant exactement à terme, comme si elle avait déjà hérité du sens de la précision de sa mère. Helena Martinez, appela l'infirmière depuis l'embrasure de la porte, son sourire chaleureux et sincère. Le docteur Harper est prêt pour Sophia. Helena prit le sac à langer acheté chez Target, pas chez Hermès, et suivit l'infirmière dans le couloir, remarquant les joyeuses fresques murales représentant des personnages de contes de fées qui donnaient à ce cabinet un air enchanté, à 1000 lieues du cabinet pédiatrique stérile et huppé que Margaret Harrison avait insisté pour considérer comme le seul choix acceptable pour un enfant Harrison. Sophia ne serait jamais une Harrison. Helena l'avait clairement fait comprendre à ses avocats, qui avaient négocié un accord de garde accordant à Daniel des visites supervisées 2 fois par mois. Des visites auxquelles il n'avait assisté que 3 fois en 3 mois avant que les SMS d'excuses ne commencent à affluer. Urgence au travail. Un petit coup de mou, un truc du genre. Peterson et son équipe avaient rassemblé les bagages d'Helena et les avaient chargés soigneusement dans un des SUV. Catherine Wellington avait drapé une 2e couverture sur sa fille, lui murmurant quelque chose qui fit hocher la tête à Helena. « Il y a encore une chose, » dit Helena. Et Daniel entendit sa femme, son ex-femme, supposa-t-il, parler avec une autorité qu'il ne lui aurait jamais cru. « Daniel, je veux que tu comprennes quelque chose. Je ne suis pas resté 3 ans pour te punir. Je suis resté parce que j'espérais sincèrement me tromper à ton sujet. Que l'homme qui me souriait après les cours, qui semblait être un homme bon sans rien y gagner, existe peut-être encore quelque part. Mais il n'existe plus, n'est-ce pas? Peut-être ne l'a-t-il jamais été. » Elle se tourna vers la Bentley, le bras de sa mère autour de ses épaules, mais s'arrêta une dernière fois. « J'espère que ta maîtresse en valait la peine. J'espère que l'approbation de ta mère te réconforte la nuit. Et j'espère qu'un jour tu apprendras à distinguer la gentillesse d'une femme de sa faiblesse. Parce que tu viens de perdre la meilleure chose qui te soit jamais arrivée, et tu ne comprendras jamais vraiment pourquoi. Helena Wellington. Parce que c'est ce qu'elle avait toujours été. Jamais vraiment Helena Harrison. Elle marcha vers la Bentley, la tête haute, la main protectrice de son père sur son dos, le soutien silencieux de sa mère autour d'elle. Les SUV s'éloignèrent en formation, laissant Daniel sous la pluie avec sa maîtresse, sa mère et les ruines de tout ce qu'il croyait connaître. Victoria fut la première à rompre le silence. Avait-elle vraiment dit ça? Mais Margaret fixait ses mains, secouant lentement la tête. « Wellington, murmura-t-elle. Nous avons craché sur la fille de Thomas Wellington. Nous avons craché sur la fille enceinte de Thomas Wellington. » Et Daniel, voyant les feux arrière disparaître dans la nuit d'octobre, comprit enfin le vrai sens de la peur. Non pas la terreur immédiate du danger physique, mais l'horreur sourde et grandissante de réaliser qu'on a détruit sa propre vie de ses propres mains. Et il n'y a que lui à blâmer. Le voyant de la sonnette vidéo clignotait en rouge, enregistrant toujours, capturant chaque instant de leur descente aux enfers pour la postérité. Dans 72 heures, il serait à la rue. Le lendemain matin, il serait au chômage, et l'enfant que sa femme portait, son enfant, grandirait en sachant que son père avait choisi l'orgueil plutôt que l'amour, les apparences plutôt que le fond, la cruauté plutôt que la bonté. Daniel s'effondra à genoux sous la pluie, la main de Victoria lâchant enfin son bras, les sanglots étouffés de sa mère accompagnant la destruction totale de tout ce qui comptait à ses yeux. Il n'avait même jamais demandé à Helena pourquoi elle s'efforçait tant de se faire oublier.
Jamais il ne s'était demandé si sa frugalité n'était pas un principe plutôt que la pauvreté. Jamais il n'avait envisagé que la force puisse se cacher derrière la patience, que le pouvoir puisse se dissimuler sous des apparences de douceur. Et maintenant, il était trop tard. 7 mois plus tard, Helena était assise dans la modeste salle d'attente du pédiatre à Portland, en Oregon, sa fille de 3 mois dormait paisiblement dans ses bras. Elle s'émerveillait de la transformation radicale de sa vie. Celle qui, autrefois, subissait les averses, portait désormais un jean confortable et un simple pull, les cheveux tirés en une queue de cheval pratique, le visage sans maquillage. Elle ressemblait, pensa-t-elle avec une certaine satisfaction, à n'importe quelle autre mère célibataire naviguant dans le joyeux chaos de la maternité, à ceci près qu'elle était la fille de Thomas Wellington, vivant actuellement sous le nom d'Helena Martinez dans un modeste 2 pièces du quartier Pearl de Portland, conduisant une Honda Civic de 7 ans et travaillant à temps partiel dans une librairie locale appelée Chapter & Verse. Son père s'était opposé à cette expérience. « Tu as déjà prouvé ce que tu voulais », avait-il rétorqué, mais sa mère, Catherine, avait compris. « Laisse-la guérir », avait-elle dit à Thomas. « Laisse-la découvrir qui elle est en dehors de ses rôles de Madame Harrison ou de Mademoiselle Wellington, et si elle rencontre quelqu'un d'authentique par la même occasion, tant mieux. » La petite Sophia Marie, avec ses cheveux noirs et les yeux de sa mère, qui pourraient un jour devenir bruns ou rester bleus comme ceux de son père, s'agita légèrement, émettant les petits sons qu'Helena avait appris à reconnaître comme signes annonciateurs d'un réveil complet dans environ 3 minutes. Pile à l'heure, comme Sophia depuis sa naissance, arrivant exactement à terme, comme si elle avait déjà hérité du sens de la précision de sa mère. Helena Martinez, appela l'infirmière depuis l'embrasure de la porte, son sourire chaleureux et sincère. Le docteur Harper est prêt pour Sophia. Helena prit le sac à langer acheté chez Target, pas chez Hermès, et suivit l'infirmière dans le couloir, remarquant les joyeuses fresques murales représentant des personnages de contes de fées qui donnaient à ce cabinet un air enchanté, à 1000 lieues du cabinet pédiatrique stérile et huppé que Margaret Harrison avait insisté pour considérer comme le seul choix acceptable pour un enfant Harrison. Sophia ne serait jamais une Harrison. Helena l'avait clairement fait comprendre à ses avocats, qui avaient négocié un accord de garde accordant à Daniel des visites supervisées 2 fois par mois. Des visites auxquelles il n'avait assisté que 3 fois en 3 mois avant que les SMS d'excuses ne commencent à affluer. Urgence au travail. Un petit coup de mou, un truc du genre. Helena, surprise ou non, commença à éprouver de la gratitude. Sophia méritait mieux qu'un père qui la considérait comme une obligation. L'examen se déroula sans problème. Sophia se portait à merveille, prenait du poids normalement et atteignait toutes les étapes de son développement. Helena rassemblait ses affaires lorsqu'elle entendit des voix s'élever dans la salle d'attente. Pas des cris, mais une tension palpable, une inquiétude certaine. « Je suis désolé, monsieur, mais sans assurance ni paiement anticipé, nous ne pouvons pas. » « Je comprends, mais ma fille a 39,5 degrés Celsius de fièvre, et toutes les autres cliniques ont 2 semaines d'attente pour les nouveaux patients. S'il vous plaît, n'y a-t-il rien d'autre ?» Helena marqua une pause, Sophia bien installée dans son porte-bébé, et jeta un coup d'œil par la porte. Un homme se tenait à l'accueil, la trentaine probablement, vêtu d'un jean usé et d'une chemise à carreaux par-dessus un t-shirt délavé. Il tenait dans ses bras une petite fille d'à peine 4 ans, le visage rouge de fièvre, la tête posée mollement sur son épaule. La réceptionniste semblait sincèrement compatissante, mais secouait la tête, contrainte par les politiques dont Helena savait qu'elles existaient pour protéger les petits cabinets des risques financiers. Un élément de la scène avait déclenché un déclic. Elle se souvenait d'elle-même, debout sous la pluie, invisible et ignorée, tandis que des gens qui prétendaient se soucier des convenances lui prouvaient à quel point leur compassion était conditionnelle. Le désespoir de cet homme était bien réel. Son inquiétude pour sa fille était palpable, et la réceptionniste était impuissante, prisonnière de systèmes conçus pour protéger les entreprises plutôt que les individus. Helena prit une décision qui allait tout changer. « Excusez-moi », dit-elle en s'approchant du comptoir, le porte-bébé de Sophia dans une main et son sac à main dans l'autre. « J'ai entendu votre conversation. Je voudrais prendre en charge leur visite aujourd'hui. » La réceptionniste et l'homme se tournèrent vers elle. L'expression de l'homme oscillait entre surprise, confusion et un mélange de fierté et de désespoir. « Non, je ne peux pas vous laisser faire ça. Vous ne nous connaissez même pas. Je sais que votre fille a besoin de voir un médecin, répondit simplement Helena. Et je sais ce que c'est que de se sentir invisible quand on a le plus besoin d'aide. S'il vous plaît, laissez-moi faire. » La réceptionniste les regarda tour à tour, cherchant manifestement à concilier sa politique et sa compassion, puis sembla prendre sa propre décision. « Le docteur Harper a une place disponible tout de suite si vous souhaitez être vu immédiatement. Et madame, si vous êtes sûre de pouvoir prendre en charge les frais ? » « J'en suis sûr, confirma Helena. Je paierai tout ce qu'il faut. » Les yeux de l'homme, remarqua-t-elle maintenant qu'elle était plus près, étaient d'un brun chaud, semblable à celui de sa fille,
et il se remplissait de larmes qu'il s'efforçait visiblement de retenir. Je vous remercie. Je ne sais pas quoi dire. J'ai déménagé il y a seulement 3 semaines pour un travail, et notre assurance ne prend effet que le mois prochain. Emma s'est réveillée ce matin avec une forte fièvre. J'ai appelé toutes les cliniques de la ville. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer, dit doucement Elena. Prenez simplement soin de votre fille. C'est le plus important. Elle a pris son nom pendant l'attente, alors qu'Emma était examinée dans une salle au bout du couloir. Il s'appelait James Mitchell, récemment muté de Seattle pour occuper un poste de professeur de sciences dans un collège public local. C'était un père célibataire. Sa femme était décédée d'un cancer 2 ans auparavant, le laissant élever Emma seule. Il parlait de sa fille avec une tendresse qui serrait le cœur d'Elena, décrivant son amour des dinosaures et son habitude de poser des questions impossibles sur la formation des nuages. Elle est tout mon univers, dit simplement James. Et Elena perçut dans ces 4 mots un amour plus sincère que celui qu'elle avait entendu en 3 ans de mariage avec Daniel. Lorsque le docteur Harper sortit avec Emma une otite, des antibiotiques déjà prescrits, et la fièvre qui devrait tomber dans les 24 heures, le soulagement de James fut si profond qu'il était presque palpable. Elena géra le paiement discrètement, en imputant la consultation à une carte de crédit liée à l'un de ses petits fonds de fiducie. Le genre de transaction qui ne susciterait aucune inquiétude chez son père. S'il te plaît, dit James tandis qu'ils marchaient ensemble vers le parking, Emma semblait déjà aller mieux grâce au Tylenol pour enfants et à la tranquillité d'esprit que lui procurait la consultation médicale. Je te rembourserai. Je peux mettre en place un plan de paiement. Comme tu veux. J'ai ton numéro sur le formulaire. Considère ça comme un cadeau de bienvenue à Portland, l'interrompit Elena. Rends l'appareil un jour, quand tu le pourras. C'est tout ce que je te demande. Mais James la regardait avec une intensité qui laissait deviner qu'il voyait plus qu'elle ne voulait le montrer. Tu n'es pas simplement gentille. Il y a autre chose. Quelque chose dans la façon dont tu as dit, tu sais ce que c'est que de se sentir invisible. Il marqua une pause, puis ajouta prudemment, un divorce difficile? Elena rit, surprise par sa perspicacité. C'est si évident? Je reconnais ce regard, dit-il doucement. Le soulagement d'être loin de quelque chose qui faisait mal, la prudence avant de refaire confiance. J'ai eu cette expression pendant 1 an après la mort de Lisa. Différentes circonstances, mais la même fatigue de s'ouvrir à nouveau. Ils étaient arrivés à sa Honda. Elena attachait le siège auto de Sophia à sa base lorsque James remarqua le bébé pour la première fois. Son expression s'adoucit aussitôt. Et tu gères tout ça seule, mère célibataire, et en plus tu paies les factures médicales d'inconnus. Soit tu es riche, soit complètement dépensière. Un peu des deux, peut-être, répondit Elena, ce qui était techniquement vrai. Laisse-moi au moins t'offrir un café, proposa James. Pour te remercier. Il y a un endroit à 2 rues d'ici. Chapter & Verse, au fond. Les meilleurs lattes de Portland. Et ils sont très accueillants avec les bébés. Le cœur d'Elena fit un petit bond. Je travaille en fait chez Chapter & Verse. À temps partiel, surtout le matin. Le visage de James s'illumina. Sans blague. Emma et moi étions là le week-end dernier. Elle a trouvé un livre sur les dinosaures qu'elle lit tous les soirs. La femme qui nous a aidés, c'était vous? Oui, c'était moi. Elena se souvenait du père patient, lisant des passages à voix haute avec des voix différentes pour chaque dinosaure, laissant sa fille choisir le livre parfait pendant 40 minutes, sans se soucier des autres clients, imitant un T-Rex avec un sérieux total. C'était moi, confirma-t-elle. Emma a d'excellent goût. C'est l'un de nos best-sellers. Alors, on prend un café, c'est sûr, déclara James. Je te dois une fière chandelle, pour la facture du médecin et pour avoir alimenté la passion d'Emma pour les dinosaures. Ça te va demain matin? Je pourrais passer avec Emma après l'avoir déposée à la maternelle vers 9h30. Une petite voix intérieure rappela à Elena la prudence. Elle venait de sortir d'une relation fondée sur de faux semblants, et pourtant elle organisait ce qui ressemblait à un rendez-vous tout en cachant sa véritable identité. Mais une autre pensée la surprit. James Mitchell avait payé les soins médicaux de sa fille avec de l'argent qu'il ne pouvait visiblement pas se permettre, et s'inquiétait même de rembourser une inconnue. Une telle intégrité méritait d'être connue et explorée. 9h30, ça me va, dit-elle. Je te garde la meilleure table près de la fenêtre. Sur le chemin du retour, Sophia dormait paisiblement sur la banquette arrière. Elena se surprit à sourire comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Un vrai sourire, sincère, celui de quelqu'un qui pressentait une véritable connexion avec un autre être humain. Son téléphone vibra, un message de sa mère. Ton père veut savoir quand tu rentres. Je lui ai dit d'arrêter de me harceler. Comment va ma petite fille? Elena répondit, Sophia va très bien, et je pense rester un peu plus longtemps à Portland. J'aime la librairie, le rythme, l'anonymat. Ce café avec James n'était pas prévu. L'attirance qu'elle ressentait pour lui,
en voyant la tendresse et le dévouement qu'il montrait envers sa fille, n'était pas calculé. Pour la première fois depuis qu'elle était restée sous la pluie à regarder sa vie s'effondrer, Helena eut l'impression de construire quelque chose de concret. Non pas comme fille de Wellington, ni comme épouse délaissée d'Harrison, mais simplement comme elle-même. Elle ignorait que James vivait au jour le jour dans un petit appartement, gérant son budget avec soin pour offrir à Emma la meilleure vie possible avec un salaire d'enseignant. Elle ignorait aussi qu'il avait passé la nuit précédente aux urgences avec sa fille, refoulé faute d'assurance, cherchant désespérément des remèdes maison contre sa forte fièvre. Elle ignorait que son intervention avait très probablement sauvé sa fille d'un choix impossible entre le loyer et les soins médicaux. Et James ignorait que cette femme bienveillante qui avait payé les soins médicaux de sa fille valait plus que tout ce qu'il avait gagné en 10 vies, et qu'elle le mettait à l'épreuve avec autant de rigueur qu'elle avait testé le mari qui avait échoué. Mais contrairement à Daniel Harrison, James Mitchell était sur le point de réussir toutes les épreuves qu'Helena pouvait imaginer. Non par calcul ou par performance, mais par la simple force de sa bonté, authentique et constante. La seule question qui restait, combien de temps Helena attendrait avant de révéler sa véritable identité? Et James survivrait-il à cette révélation? L'histoire ne fait que commencer. Abonnez-vous et découvrez la suite des aventures d'Helena et de sa petite famille.